Alors, bienvenue à toi si tu passes par là. Aujourd'hui, une vidéo sur le traumatisme et la honte toxique. C'est un grand sujet qui est vraiment hyper important dans le processus de développement et qui va avoir mais tellement de conséquences. Si tu te sens bloqué dans ta vie, si tu as du mal à t'engager dans des projets, si la notion de d'incarnation, le refus d'incarnation fait partie en fait de tes problématiques, que voilà tout ce qui est matériel, confrontation, tout ça est compliqué, s'il te plaît, reste ici parce que tu vas trouver l'origine en fait de ta problématique. Alors, pour ce faire, je vais m'appuyer sur les travaux d'un chercheur qui s'appelle John Bradshaw, qui a beaucoup travaillé en fait et qui a beaucoup fait ouais, de travaux sur la honte et sur l'impact en fait de la honte sur eh bien, l'identité des personnalités. Alors, John Bradshaw va distinguer la honte saine et la honte toxique, sachant que déjà, ce que j'ai envie de faire, c'est de décrire ce qu'est la honte. L'enjeu ici va être vraiment de faire de sa honte un allié. Alors, que nous dit la définition du Larousse à propos de la honte? Sentiment d'abaissement, d'humiliation qui résulte d'une atteinte à l'honneur, à la dignité. Couvrir quelqu'un de honte. Sentiment d'avoir commis une action indigne de soi ou crainte d'avoir à subir le jugement défavorable d'autrui. Rougir de honte. Sentiment de gêne dû à la timidité, à la réserve naturelle, au manque d'assurance, à la crainte du ridicule, etc., qui empêche de manifester ouvertement ses réactions, sa manière de penser ou de sentir. N'avoir aucune honte à avouer ses sentiments. Alors, on le voit déjà dans les expressions, comment est utilisée la honte, c'est souvent, c'est vraiment, voilà, on te projette la honte. C'est tu n'as pas honte de faire ça, et on dit bien mourir de honte, rougir de honte à toi. Il y a vraiment ce sentiment d'être indigne, en fait, hein, qui est derrière ce sentiment de la honte. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et ça, encore une fois, c'est les travaux de John Bradshaw, il nous redécrit finalement le processus de développement de l'enfant. Alors, moi ici, je vais faire un espèce de parallèle entre, d'un côté, ce que l'approche de John Bradshaw, et on va utiliser aussi la spirale dynamique, parce que je trouve elle nous donne aussi, et la spirale dynamique, on peut aussi parler de l'archétype, parce que finalement, c'est toujours pareil, hein, quand on cherche, en tous les cas, voilà, moi j'ai cherché dans plein de voies différentes, et ce qui est génial, c'est de se rendre compte que finalement, eh ben, tout le monde se regroupe et tout le monde parle de la même chose, mais de différentes manières. Alors, il y a le premier stade de l'enfance, donc si on suit par exemple la spirale dynamique, le premier stade de l'enfance, c'est le stade beige. Et donc le stade beige, c'est vraiment le stade de l'innocence, l'archétype de l'innocent. Et l'archétype de l'innocent, bah voilà, c'est le jardin d'Éden, c'est le paradis sur terre, c'est voilà, c'est un monde où le bébé a vraiment ce sentiment d'être choyé, d'être dans sa sécurité. C'est vraiment l'empreinte de la sécurité. Quoi qu'il arrive, maman est là, je suis nourrie, nourrie, blanchie, enfin voilà, tout le monde s'occupe de moi. Ah, ouais, ouais, c'est super, c'est super, c'est vraiment, voilà. Sauf que bah, quand t'as pas eu ça, quand tu as eu, bah, pour X raisons, hein, y a toujours des contextes qui expliquent tout ça, mais n'empêche que si tu n'as pas eu cet environnement où en fait tu avais des adultes qui étaient là à ton petit soin, à tes petits soins, eh bien tu vas pas construire
l'empreinte de sécurité à l'intérieur de toi. Ce paradis, cette mémoire du paradis, bah, elle n'est pas là à l'intérieur de toi. Donc, ça va générer en fait une empreinte insécure. Donc, en fait, voilà, déjà, il y a sécurité ou insécurité. Et donc, ce que nous dit John Bradshaw, mais là, je t'en réfère aussi à toutes les vidéos que j'ai déjà mises sur cette notion d'insécurité. Il n'y a pas de... Ce qui crée la notion de sécurité ou d'insécurité, c'est la notion de prévisibilité. Et justement, qui va générer justement une hypervigilance. Si je suis en sécurité, c'est que quoi qu'il se passe, on va m'apporter ce dont j'ai besoin. Je vais évidemment vivre des choses, des chocs, etc. Mais voilà, papa, maman sont là pour m'apporter cette sécurité, pour me rassurer. Et donc, voilà, je vais construire cette empreinte que tout va bien en fait dans ce monde-là. Voilà, je vais pouvoir me débrouiller puisque j'ai cette empreinte-là. À l'inverse, si justement on ne m'a pas apporté bah, de soins de manière régulière, si un coup c'est oui, un coup c'est non, si je pleure et puis qu'il n'y a personne, bah, je vais construire une image, mon- mon identité en fait de l'innocence, enfin cet archétype de l'innocent, bah, elle va plutôt être du côté de l'orphelin. Je vais plutôt vivre cette sensation que je suis seule au monde et que justement le monde est insécure que la partie innocente. Donc tu vois, voilà, déjà là, on voit comment les différents outils se regroupent. Euh, et puis, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que quand un enfant, eh bien, n'est pas choyé, si les parents ont d'autres préoccupations, toujours valables, hein, encore une fois, mais ce qui est important pour l'enfant, c'est ce qu'il vit. C'est justement l'enfant est un peu l'enfant roi au départ, hein, parce que il n'a pas le cerveau pour pouvoir pour faire du recul. Donc il vit les choses pleinement. Il est au niveau animal. Ça, c'est vraiment hyper important de comprendre que au départ de la conception, eh bien, l'enfant est comme un animal, hein, et donc bah, il a besoin des autres pour grandir et pour se sentir encore une fois en sécurité. Et puis, si justement il n'a pas cette attention et si les adultes ne lui accordent pas de temps, alors l'enfant va forcément se construire, va enregistrer le message qu'il n'est pas digne. Et donc déjà là, il y a un peu en arrière-plan, parce qu'il ne va pas se dire ah, honte à moi, etc. Non, il n'a pas encore le cerveau pour ça. Mais à l'intérieur de lui, eh bien, va commencer à germer cette notion de honte, de sensation d'être indigne. Et du coup, il va lui-même, d'ailleurs très souvent, se mettre un peu en retrait du monde. Il va construire voilà, cette sous-personnalité de rêveur, par exemple, ou d'empathique. Voilà, il va faire plaisir. Voilà, il va trouver des tas de stratégies, mais voilà, il va commencer à germer la notion de honte, d'indignité. Elle démarre là. Donc tu vois, alors que le cerveau est même pas encore construit, bah, il ressent en fait une sensation d'être indigne parce qu'il se dit, et ça c'est encore une fois tout à fait inconscient, il va voilà, avoir l'impression qu'il ne mérite pas. Et donc la notion de valeur de soi, elle commence là en fait. Et évidemment de sécurité, puisque la première dimension de l'être, c'est la sécurité. Euh, et qu'est-ce que j'ai mis? J'arrive pas à me lire. Bon. Voilà, l'enfant roi. Et puis la deuxième étape de la spirale dynamique, c'est l'étape violette. Et l'étape violette, c'est l'étape où l'enfant a besoin d'être rassuré. Là, dans cette deuxième étape, c'est toujours pareil, hein, on est toujours dans la notion de sécurité. L'enfant va avoir besoin
d'un certain nombre de rituels, d'habitudes. Il va avoir besoin oui, de sécurité et de sentir. Voilà, on est encore dans cette notion de prévisibilité, de sentir qu'il y a un rythme et donc du coup de pouvoir de s'installer aussi dans le temps. Tu sais, voilà, quand manger à telle heure, le goûter à telle heure, le lever à telle heure, et c'est à partir de ce moment-là, et c'est très tôt, hein, je ne sais plus exactement les dates, mais c'est vraiment très tôt où justement c'est en établissement des petits rituels. On va raconter l'histoire, on va mettre la petite veilleuse, les petites musiques, et l'enfant va petit à petit se réguler et se caler, va comprendre, va associer, bah tiens, il y a la lumière baisse, alors je dois dormir. Et il va petit à petit justement aller vers plus d'autonomie. Et donc, voilà, et c'est ça qui va, encore une fois, construire sa sécurité intérieure. Et c'est là aussi, c'est à cette étape-là que va se construire l'étape du caregiver. Et donc, évidemment, on ne peut pas recevoir, apprendre à recevoir, bah, si on ne reçoit rien. Si on a des parents qui sont dépourvus de cette dimension caregiver, parce qu'eux-mêmes voilà, sont nés dans des contextes compliqués, et c'était le cas, parce que souvent, voilà, il y a eu la guerre. Quoi. Moi, ma mère, elle est née en pleine guerre, donc avec une mère qui venait, qui était en plein deuil qui n'avait toujours pas fait d'ailleurs le deuil de son premier fils, et donc bah, ma grand-mère n'était pas dans une disposition pour pouvoir apporter tout l'amour dont ma mère avait besoin. Et donc, ma mère n'a pas construit, n'a pas reçu de caregiver, et donc du coup, bah, difficile d'offrir ce caregiver. Au contraire, elle m'a légué cette insécurité, cette dépression, etc. Ce n'est pas de sa faute, mais c'est comme ça. Et n'empêche que bah, moi, j'en ai manqué. Et c'est ça qui est vraiment important de conscientiser. Il n'est pas question de juger, mais juste de reconnaître que bah oui, bah, l'ouverture de cœur, cet amour inconditionnel, bah, l'empreinte, je ne l'ai pas en fait. Donc, il va falloir apprendre à le faire. Et au contraire, à l'inverse de cet amour, eh bien, j'ai cette notion à la fois de honte. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que finalement, la honte et la peur sont très très proches en fait. Si j'ai honte, ben, j'ai peur d'être moi, j'ai peur d'exister, voilà, je ne peux pas vraiment être fière, voilà, ça va être compliqué. Donc ça, c'est pour la partie sécurité. Et puis, la deuxième étape dont nous parle John Bradshaw, ça va être l'étape de l'autonomie. Et pareil, quand on fait le parallèle avec, quand on regarde la spirale dynamique, qu'est-ce qu'elle nous dit? La deuxième, en effet, euh, étape, en fait, la deuxième valeur qui est développée dans le développement de l'enfant, c'est la valeur de l'identité. Et donc, en effet, à partir de 3 ans, aux alentours de 3 ans, c'est l'étape du nom. Et c'est l'étape fondamentale où on va justement déclencher, réveiller vraiment cette notion de honte ou pas. À 3 ans, l'enfant va commencer à vouloir se différencier, à se séparer justement de la mère. Comment il fait? Eh bien, avec la colère authentique. C'est le non. C'est le nom de l'enfant qui va chercher justement à se distinguer en fait et à commencer à exprimer en fait, bah ça oui, ça j'aime pas en fait. Et c'est quelque chose de très instinctif. Là encore, l'enfant à 3 ans ne se dit pas, bah tiens, comment je vais faire pour emmerder ma mère? Non, c'est vraiment, voilà, et là, l'enfant, il est complètement dans sa corporalité. N'oublions pas que entre 0 et 7 ans, l'enfant apprend aussi à s'approprier son propre corps, à écouter justement les langages du corps, et que bah, là, il est plein d'émotions, il est pure émotion en fait. Et l'émotion,
étant voilà l'expression même en fait du corps, de la façon de parler, oui, du corps, la colère authentique va être une façon voilà, de pouvoir se différencier. Et c'est une étape cruciale dans la spirale dynamique, on nous le dit, et John Bradshaw en rajoute une couche en disant que vraiment, oui, c'est une étape fondamentale dans l'expression du soi. Euh, alors, à ce stade-là, il n'est pas question de dire que l'enfant, il faut le laisser tout faire. Non, il y a un juste milieu. L'enfant a besoin de discipline, l'enfant a besoin de sentir qu'il y a des limites. Un enfant qui veut, ouais, je veux aller courir dehors alors qu'il y a la route, l'enfant n'a pas la perception, ne connaît pas les voitures, ne connaît pas le danger. Donc le parent est bien là pour dire stop. Et quelque part, ce stop-là, il pourrait être, alors c'est d'ailleurs la façon dont John Bradshaw, lui, il parle de honte positive, de honte saine. Bon, je trouve ça un peu bizarre de dire ça, mais on en parlera plus tard. Moi, je trouve que la honte saine, elle est plus dans le vécu, en fait, mais on y reviendra plus tard. En tous les cas, voilà, c'est sûr qu'il n'est pas question de priver l'enfant de limites, mais c'est une grande différence de dire euh, non, tu ne dois pas. Regarde, là, il y a des voitures, c'est dangereux. Euh, il faut que tu regardes le petit bonhomme, il est rouge, il passe au vert. Je vais t'apprendre à traverser en sécurité. Euh, mais par contre, voilà, non, il ne faut pas que tu traverses parce que c'est dangereux. Voilà, ça, c'est une honte saine. En revanche, si je suis face à mon enfant et que je lui dis mais t'es con ou quoi? T'as pas vu là que c'est vert, que le bonhomme est rouge, mais on traverse pas comme ça. Mais combien de fois il faut que je te le dise? T'es con ou quoi? Bah ça n'a rien à voir. Tu vois, la perception de l'enfant va être complètement différente. Et on le sait aussi avec tous les travaux des neurosciences émotionnelles que que l'enfant est plus sensible à la tonalité, à la vibration, au regard, voilà, à tout ce non-verbal. Et c'est la façon justement dont il va aussi pouvoir se connecter avec son corps. Il va voilà, prendre toutes ces vibrations-là dans son corps. Et donc, c'est là où va commencer à s'inscrire la notion de honte, en fait, et l'interdiction, la notion de limite. Si je suis dans ma spontanéité, parce qu'encore une fois, l'enfant, il n'est que spontanéité, je suis spontané. Si on m'arrête et que systématiquement, quand je crie, quand je suis en colère, on m'humilie, et ça, c'est vraiment la caractéristique de la honte, c'est quand il y a de la dévalorisation, quand il y a de l'humiliation, eh bien, l'enfant va se sentir honteux. Il va avoir, oui, une perception de lui-même comme quelqu'un d'indigne, en fait. Et ce que nous dit John Bradshaw, c'est qu'il faut vraiment donner à l'enfant le privilège justement du non. Donc c'est bien une histoire d'équilibre. Il n'est pas question de le laisser, d'écouter tous ces noms et de le laisser tout faire. Voilà, il y a des moments où faut lui poser des limites parce qu'il a besoin de ça aussi pour se différencier. Si en face, il n'y a pas de limite, l'enfant va pas pouvoir non plus se différencier. Imagine comment veux-tu te différencier si tu es dans un espace sans limite. Euh, et comment veux-tu te sentir en sécurité si à un moment donné, voilà, il n'y a pas de limite. Et puis, il faut des limites pour pouvoir avoir envie de les franchir, pour avoir envie de les pousser. Ça fait partie de l'identité aussi. C'est justement parce que l'enfant transgresse des interdits qu'il commence à exister en tant que tel. Mais évidemment, si l'enfant
n'a pas le droit de s'opposer, n'a pas le droit de se confronter, hein. Moi, je sais que quand j'étais enfant, voilà, on m'appelait l'effronté. C'est non, tu n'as pas le droit en fait. Euh, Être effronté, c'était négatif en fait. Je n'avais pas le droit en fait de manifester mon non. Et ça a vraiment des graves conséquences. L'autre élément dont parle John Bradshaw, pardon, c'est le droit à l'erreur. Parce que, en effet, l'enfant, il est dans ce essai-erreur, il est en train de grandir, il est en train d'explorer. Et donc, bah, forcément, il va se prendre les pieds dans le tapis, il va casser des choses. C'est normal, ça fait partie de son apprentissage. Mais si à chaque fois que j'explore quelque chose, que je tente, que je prends des risques aussi, parce que l'enfant, quand il sort de sa zone de connu, il commence à prendre des risques. Il va voilà, apprendre encore une fois à transgresser les interdits. Et si, quand il fait ça, eh bien, on l'humilie et vraiment, il y a une énergie ouais, d'humiliation, de rabaissement, voire même enfin, ça peut faire vraiment effondrer l'identité même de l'enfant. Euh, un parent qui va voilà, sortir de colère, humilier l'enfant peut vraiment, ça peut créer un effondrement identitaire. Et, euh, et c'est là l'origine du syndrome de castration. Le syndrome de castration, c'est vraiment cette sensation que il n'y a plus rien en fait. Et donc, ça va avoir des énormes conséquences en matière d'énergie de vie en fait. Euh, alors, je reprends voilà, donc là, on est au stade rouge, hein, c'est le stade de l'identité. C'est entre 2 et 3 ans, la transgression des règles. Sois ce que tu es et fais ce que tu veux, quoi qu'il arrive. C'est l'étape de la construction du soi, des limites entre moi et l'autre. Tu vois, donc c'est vraiment hyper important. Et c'est très important justement pour tous les êtres qui sont différents qui ont une vision différente des choses. Mais j'ai presque envie de dire pour tout, enfin évidemment, pour tout le monde, c'est une étape différente. Euh, donc l'enjeu en fait de cette étape, c'est justement d'exprimer le soi sans culpabilité pour satisfaire ses impulsions. C'est l'écoute justement du côté pulsionnel. Sauf que c'est aussi dans ce stade-là qu'on est dans la loi du plus fort, du dominant-dominé. Le monde est dangereux, les autres sont des prédateurs, et il y a vraiment, on rentre d'ailleurs dans cette injonction, dans ce driver du soi fort, sinon tu vas mourir. Donc il y a vraiment cette notion de puissance en fait qui va commencer à se construire là. Et donc selon justement la façon dont ce dominant-dominé va se jouer dans le cercle familial, évidemment, est-ce qu'on m'autorise justement à dominer un petit peu mes parents ou au contraire, on me fait bien comprendre que de toute façon, je n'aurai jamais le dessus en fait. Eh bien, c'est super fondamental pour pouvoir permettre, pour continuer l'évolution de l'enfant. C'est l'étape de la colère, la capacité de dire non, parce que le non, en réalité, il est le oui à moi en fait. C'est l'affirmation du soi, poser les limites. Et c'est aussi derrière l'acceptation de la vie, l'affirmation, la pugnacité, le courage et la capacité d'être égocentré. Donc tu comprends que cette étape de l'identité, voilà, de l'affirmation de soi, elle va être fondamentale sur la construction, justement, pour faire en sorte que tu aies un nombril, pour construire ta dimension narcissique. Alors, souvent, voilà, quand on a une blessure de castration, justement, on va rencontrer des pervers narcissiques pour nous montrer notre faille. Parce que, en réalité, nous, quand on a été brimé à cette étape-là, bah justement, on n'a pas de nombril en fait. On a plutôt appris à se soumettre. Voilà, c'est vraiment la nature de la blessure de castration. Et cette blessure de castration, elle va avoir des conséquences à beaucoup de niveaux.
la non-autorisation de la colère authentique va apporter cette dimension, oui, ce sentiment d'impuissance, de frustration. Face à l'impuissance, face à la frustration, bah, je ne suis rien en fait. Et je reste dans cette impuissance, dans cette frustration. Parce que, en fait, dans mon cerveau, dans mon vécu, dans mon expérience, j'ai enregistré en fait la croyance que si je manifeste en fait cette colère authentique, bah le retour il est violent quoi. Souvent d'ailleurs, enfin c'est pas souvent, c'est très la blessure de castration, elle est la réponse en fait à de la violence. Et donc, très souvent, on va justement confondre, il y a une confusion entre cette colère authentique et la violence. Alors du coup, qu'est-ce que l'on fait? On se dit, voilà, on va rentrer dans le rôle des gentils et on va surtout pas vouloir rentrer dans cette colère. C'est typique des gens, et je lisais il n'y a pas juste avant un post d'un garçon qui est autiste, qui publie beaucoup sur LinkedIn, qui dit à quel point, voilà, lui, il rêve d'un monde où tout le monde est gentil, où tout le monde est harmonieux, où on peut s'entendre. Mais ça, c'est une illusion. Ça, c'est, voilà, là, on est resté bloqué dans le stade de l'idéalisation de soi. Et quelque part, oui, parce que quelque part, c'est ce qu'on nous a fait comprendre. On nous a fait comprendre que tu dois rester dans ce gentil, dans cet archétype de gentil, et que si tu passes du côté des méchants, bah non, là, on te détruit en fait, tu vois. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est que tout d'un coup, l'adulte qui devait euh, t'aider à grandir te fait bloquer, t'as bloqué au stade d'une illusion que tu devais rester gentil à tout prix, en fait. Mais c'est faux, puisqu'il y a des stades où justement, tu vas en rencontrer des méchants. Et plus tu joues le gentil, plus tu vas rencontrer justement des méchants pour te réapproprier justement ce droit à la colère authentique qui va te permettre enfin justement de pouvoir dire non, poser des limites, euh, voilà, et sortir de l'abus de pouvoir en fait. Voilà, et c'est vraiment hyper important. C'est aussi évidemment en lien avec, enfin, à ce stade-là, c'est c'est le stade, pardon, où l'enfant va se connecter à ses pulsions sexuelles. Et donc là aussi, la façon dont la sexualité a été perçue euh, en tant qu'adulte va avoir beaucoup d'impact sur l'enfant. Combien d'enfants euh, ont été surpris en train de se masturber, par exemple, et ont été humiliés parce qu'ils se masturbaient. Mais c'est naturel, en fait, de se masturber. Alors, là encore, il n'est pas question de laisser l'enfant. Moi, je me souviens de ma fille qui se masturbait sur les fauteuils, voilà. Mais parce que elle était en train de découvrir son corps. En fait, elle n'était pas en train de se masturber. C'est n'importe quoi. Elle était juste en train de découvrir en fait les sensations de son corps. Et bah oui, tiens, si je frotte mon corps, mon sexe, bah tiens, j'ai des sensations. Et bah c'est agréable, je continue quoi. Il n'y a pas de souci. Mais et donc là, toute la délicatesse en tant qu'enfant, en tant qu'adulte, est de faire comprendre à l'enfant, de dire, mais bien sûr, tu as le droit, découvre ton corps, mais voilà, ça serait bien si tu le faisais peut-être dans ta chambre. Mais c'est délicat, c'est vraiment délicat. Moi, je sais que ma fille a gardé des souvenirs voilà, de choses un peu honteuses en lien avec la sexualité. Ouais, il me semblait ne pas l'avoir humiliée, mais voilà, elle a peut-être eu d'autres souvenirs de ses frères, de ses sœurs, de son père, peu importe. Mais voilà, et souvent, voilà, on a quand même dans l'inconscient collectif, la sexualité est souvent associée à la honte. Donc, quelque part, il ne faut pas grand-chose pour pouvoir réveiller en fait cette honte. Mais c'est ça qui va ensuite, eh bien,
nous faire, nous rendre plus ou moins à l'aise avec notre corps. Donc tu vois à quel point les expériences que nous avons vécues, là déjà on n'en est qu'à la troisième année de notre vie. Et donc c'est super intéressant quand même de voir à quel point déjà les 3 premières années de notre vie nous conditionne, va conditionner notre futur en tant qu'adulte, notre rapport au corps, notre rapport à la sexualité. Et là, je n'ai même pas parlé de la partie intra-utérine que je traiterai une autre fois, mais qui a aussi beaucoup de conséquences en fait sur notre rapport au corps et à notre sexualité. Donc, comment faire pour nous réapproprier, comment faire de la honte une alliée? Eh bien, ça va être justement déjà de sortir de cette honte, de voir que finalement, les projections, le côté dévalorisation, le côté honteux, c'est à l'envoyeur que ça appartient. Ok, je te redonne ça. Alors, très souvent, il ne suffit pas de le dire pour le faire, hein, mais le travail que je fais, que l'on fait en séance, ça va être justement de se reconnecter, de fermer les yeux, de se reconnecter à un événement, voilà, de faire remonter en mémoire un moment qui a été honteux et de revivre en fait l'histoire, de justement de t'autoriser cette colère authentique qui n'a pas été exprimée. Et donc très souvent, voilà, c'est souvent ce que je fais. On va s'aider d'un animal et voilà, au lieu de rester figé finalement dans cette impuissance, on va aller chercher à réactiver l'énergie euh, pour pouvoir dire non, quoi. Et voilà, et de le verbaliser. Le plus, voilà, ça doit sortir par le corps, par la colère, elle doit sortir. Et très souvent, j'aime vraiment euh, m'approprier, enfin rentrer dans le corps d'un animal, utiliser l'esprit de l'animal. Donc je demande à la personne de se connecter à un animal féroce. Et voilà, je me retrouve face à la situation où j'ai été humiliée et quelque part, eh bien, je demande à ma louve intérieure de me protéger. Et là, tout d'un coup, je deviens la louve, hein. Je deviens la louve et c'est comme si moi, en tant qu'adulte, je deviens cette protectrice qu'il n'y avait pas à ce moment-là et je dis stop. Je dis non, mais ça va pas, non? Mais comment tu te crois quoi là? Tu te rends pas compte de ce que tu es en train de faire? Elle a rien fait. Et donc, quelque part, j'ose transmettre, voilà, dire non de manière authentique, et voire même peut-être un peu abusive, hein, si besoin. Voilà, je laisse parler euh, et je laisse faire l'expression, l'énergie qui est là en moi pour pouvoir remettre l'autre à sa place. Et en remettant l'autre à sa place, en repoussant finalement l'autre dans son univers, enfin, dans ses propres limites, je protège en fait mon territoire. Là, comment va s'exprimer justement cet abus de pouvoir? L'abus de pouvoir, elle va s'exprimer à plusieurs niveaux. Il y a l'abus de pouvoir physique. C'est quelqu'un qui se rapproche, si je me mets comme toi, comme ça devant toi, et que je commence à te parler, tu vas me dire, écoute Carole, tu peux te mettre un peu à distance, parce que là, c'est un peu too much, quoi. Euh, et voilà, et si le fait de pouvoir s'autoriser ça, c'est déjà, je suis déjà dans mon autorité. L'abus de pouvoir va aussi pouvoir s'exprimer de manière, c'est l'abus de pouvoir émotionnel, euh, en te disant ne sois pas triste, ne sois pas en colère. Ça, c'est typique. Et combien de fois je l'ai fait en tant que mère, même malgré le fait que moi-même j'avais souffert, n'ayant pas travaillé suffisamment tôt, voilà, j'ai naturellement copié-collé sans même en avoir conscience. L'idée, c'est justement de devenir conscient de ce que je répète, en fait, hein, et de me réintégrer tout ça. Et donc, voilà, mais à l'inverse, en tant qu'adulte, si quelqu'un me dit, Carole, non mais ça va,
t'abuses, t'abuses, t'exagères, etc. Eh bien, en tant qu'adulte, je reprends mon pouvoir en disant, bah écoute, pour toi, j'abuse peut-être, mais non, je suis désolée, mais je suis pas d'accord. Et je confronte. Je ne dis pas que l'autre est un nul, et je joue pas à ce jeu-là, mais encore une fois, je remets l'autre, je protège mon territoire, je protège voilà, mon point de vue, mes émotions. Si on me dit, écoute Carole, ne sois pas triste, je dis, bah oui, je suis désolée, mais je suis triste, et laisse-moi être triste, quoi. Je ne laisse personne en fait décider à ma place, tu vois. L'autre dimension, c'est la manipulation. Euh, Très souvent, moi, là, ce qui a été très compliqué pour moi, c'était d'apprendre à dire non. Parce que quand je disais non, en fait, très souvent, on utilisait la manipulation, l'autre devenir victime. Enfin, on était vraiment dans le triangle de Cartman. Donc, j'avais enregistré dans mon inconscient que si je reprochais, je faisais un, enfin, c'est même pas que je faisais un reproche, mais si j'essayais de donner mon point de vue, l'autre le prenait toujours comme un reproche, justement. C'était bien ça le problème. Et donc me renvoyait que je faisais du mal à l'autre, surtout à mon parent. Et comme j'avais déjà cette blessure avec une mère qui était dépressive, j'avais déjà cette blessure cette sensation d'être indigne et d'être une méchante, bah voilà, ça appuyait en fait sur cette blessure. Et donc bah, ça faisait que je préférais me taire jusqu'à ce que voilà, je travaille vraiment sur moi et je travaille sur ces traumas-là et que je comprenne voilà, ce mécanisme de pleasing et que bah non, là, tant pis. Si l'autre essaie de justifier, d'ailleurs, je lui renvoie, je lui dis, tiens, c'est bizarre, tu es en train de me justifier là, je suis pas en train de te dénigrer, je suis juste en train de te donner mon point de vue. Et si toi tu le prends personnellement, si toi ça te blesse dans ton ego, c'est ton problème à toi, ce n'est pas le mien, tu vois. Donc ça, c'est vraiment voilà, toutes les façons dont on peut justement faire de la honte une alliée, c'est-à-dire ne plus répondre en fait à la honte. Alors il y a, pour finir, il y a une honte qui est positive, qui est justement en lien avec le droit à l'erreur. Parce que quand tu as justement cette blessure de castration, à l'intérieur de toi, c'est développé l'archétype de la perfectionniste. Bah évidemment, si tu n'as pas le droit à l'erreur, c'est que tu dois être parfaite. Et c'est encore évidemment une projection, quelque chose qui a été un attendu en fait hein, de tes parents qui t'ont demandé d'avoir un 20 sur 20. Si tu avais un 17, c'était jamais assez. Si tu faisais la vaisselle, c'était jamais assez propre. Enfin, voilà. C'est toute cette blessure justement de not good enough, pas assez bien et donc qui va générer voilà, cette pression pour être parfaite. Et, euh, et donc, dans l'ombre, va y avoir toujours ce droit à l'erreur qui va faire que, et ça va générer justement un empêchement. Comment veux-tu, par exemple, t'autoriser à devenir une entrepreneuse ou voilà, te lancer dans une nouvelle activité si tu ne te donnes pas le droit à l'erreur? Quand tu démarres, bah, t'es pas au top, c'est normal, tu es dans cet apprentissage. Et à la fois, bah, voilà, l'autre comment dire, est un allié aussi, et ça fait partie du jeu en fait. Tous les grands conseils, enfin, tous les grands coachs, tous les grands conférenciers parlent de leur début comme étant une catastrophe. Et c'est ok en fait. J'ai le droit aussi de m'en tromper. D'ailleurs, dans mes accompagnements, ça peut m'arriver en fait de dire, et je sais que ça fait partie parfois de la thérapie, de la grande guérison, de dire en tant qu'accompagnante à mon accompagné, je suis désolée, là, j'aurais pas dû fonctionner comme ça, j'aurais pas dû te répondre comme ça. Là, c'est comme si je rééquilibrais, je permettais justement à l'enfant qui est adulte, mais voilà, on se retrouve un peu dans cet espace-temps en fait.
on revit et on guérit en profondeur. Je donne le droit à l'autre d'exprimer et je lui donne raison en fait. Donc en ça, c'est super important. Mais pour pouvoir m'autoriser à dire je suis désolée à une cliente, je peux t'assurer que ça n'a pas été simple. Je suis passée par des étapes très très compliquées. Euh, là, il y a eu une étape qui a été fondamentale, qui a été, bah, et ça s'est fait, voilà, quand j'étais adulte, évidemment. Euh, J'avais loué la maison d'une amie. Et comme je savais que j'étais quand même un peu bordélique, j'avais vraiment fait le petit soin. Puis elle m'avait prêté sa maison gracieusement, donc j'étais en grande gratitude et je voulais vraiment la remercier. Voilà, je lui avais fait des cadeaux, tout ça, et j'avais passé vraiment beaucoup de temps à nettoyer la maison. Et puis quand elle est rentrée, je m'attendais, j'étais un peu comme une petite fille qui attend que sa maman soit contente. Voilà, ouais, ça y est, est-ce qu'elle va être satisfaite? Est-ce qu'enfin maman va être satisfaite de tous les efforts que j'ai pu faire? Parce que bah oui, quand on est une perfectionniste, on fait des efforts. Et évidemment, bah maman, non, elle a été déçue. Bingo, quoi, de nouveau. Et là, j'étais en colère parce que je me disais, mais comment? C'est pas possible. Voilà, il y avait cette perfectionniste et cette colère d'injustice qui était là. Mais non, mais comment ça? Comment tu n'as pas valorisé tout le travail que j'ai pu faire, tous les efforts que j'ai pu faire? Et là, elle me dit, qui était en plus, il se trouve que cette amie était ma coach. euh, Elle me dit, mais tu sais, Carole, c'est pas grave. Même si la maison n'était pas parfaitement nettoyée, ça ne remet pas en question notre amitié. Mais c'est important voilà, que tu reconnaisses que, bah non, la maison, en fait, il y a tout l'entrée, et en plus, c'était juste la première chose qu'elle voyait, l'entrée, t'as dû passer à côté, quoi. Et c'est OK. Et c'est ça, là, elle n'était pas en train de me dire, mais comment ça, c'est nul, etc. Non, elle était justement dans ce côté honte saine, en train de me dire, de me mettre face. Voilà, elle m'a mis face à une faille chez moi. Mais elle ne m'a mis face à cette imperfection en m'humiliant. Elle était juste là, voilà, pour me faire prendre conscience que bah, de cette non-attention, et c'est ok. Je, je, je ne suis pas parfaite. Et elle m'a permis justement de me réintégrer le droit à l'imperfection sans me sentir honteuse. Et ça a été, et tu vois, encore, j'en ai encore des émotions parce que ça a été très très bénéfique en fait de reconnaître ça, de reconnaître le droit à cette imperfection sans être humiliée. Oui, je suis imparfaite et c'est ok. Et à partir de ce moment-là, bah voilà, c'était ok, je pouvais me réattribuer ce droit de l'enfant, hein, de mon innocente, de ma petite fille intérieure qui a le droit de se planter, même une fois adulte, et c'est ok. Mais voilà ça, et j'ai vraiment senti qu'à ce moment-là, et elle m'a permis d'ailleurs enfin elle m'a dit, parce qu'elle était aussi spécialiste de la process communication, et dans la process communication, c'est la problématique de la rebelle, c'est de reconnaître la responsabilité. Et oui, je suis responsable, et voilà, et et je suis responsable de m'être trompée. Et c'est OK. Et là, pour le coup, c'est de la honte positive. Là, je trouve que c'est de la honte saine. C'est-à-dire que euh, c'est une manière de reconnaître quelque chose, de reconnaître le mal que j'ai fait à l'autre sans m'en sentir coupable. Voilà, pour moi, là où est la honte euh, authentique et saine, c'est quand justement, l'autre me permet de voir que je me suis trompée et de pouvoir me réapproprier la responsabilité de ça afin que je puisse faire mieux la prochaine fois. Et là, on est dans quelque chose de positif. Là, on est dans quelque chose de vertueux.
là, on est dans la dimension positive du parent, mais aussi, et j'ai vraiment envie de le préciser, parce que finalement les deux sont liés, mais aussi du manager, mais aussi voilà, de l'accompagnant. En tant qu'accompagnante, c'est pareil. Euh, Permettre à nos accompagnés, aux personnes que l'on accompagne, de se tromper, voilà, de faire des erreurs, de réagir, de surréagir à des blessures. Mais ça fait partie du job. On est là pour ça, justement. L'étape par exemple, quand on fait le phare, on est justement dans un environnement très sécure qui nous permet justement de nous prendre dans le tapis, de confondre les trucs, de prendre une ombre pour une lumière. Enfin, c'est ok tout ça. Et de ne pas arriver à voir, à reconnaître une de nos ombres. C'est ok tout ça. Mais voilà, moi je suis là en disant non, 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 tu y es pas là, regarde. Et j'y reviens, mais par contre, j'y reviens pas en lui disant regarde, mets ton nez, je te mets ton nez dans ton caca là, et puis voilà, regarde ton ombre. Non, c'est en douceur. Et ça, c'est vraiment super important. Alors voilà, cette vidéo était très longue, mais je crois vraiment que c'est un sujet fondamental pour se réapproprier justement cette part de nous et retrouver notre légèreté, retrouver notre spontanéité d'enfant. Voilà pourquoi c'était si important. J'espère que cette vidéo t'aura vraiment réconcilié avec des parts de toi. Je serais vraiment heureuse d'avoir tous tes commentaires par rapport à cette honte. Voilà, comment tu la vis, comment elle est, est-ce qu'elle est encore présente, pas présente, et comment tu te la réappropries. Et voilà, est-ce que tu en as fait une alliée? Est-ce que tu peux en rire? Voilà, la meilleure façon de voir si on s'est réapproprié notre honte, c'est vraiment l'humour. Et je finirai par ça. Pas plus tard que le week-end dernier, j'étais au bain, donc dans une espèce de bain, tu sais, voilà, de spa public, avec ma fille à Strasbourg. Et bah voilà, en ce moment, je suis pas super à l'aise avec mon corps, mais et puis je voyais ma fille qui était là, voilà, qui me demandait de la prendre en vidéo. Alors elle est super bien gaulée, et elle faisait sa belle là. Et moi, voilà, j'ai joué justement le côté humoristique en reprenant les mêmes, mais ouais, en ayant conscience que bah non, je suis pas super bien gaulée, j'ai des grosseurs, j'ai tout ça, mes rondeurs. Et voilà, et à la fois j'en rigole. Voilà, je n'ai plus honte. Voilà, je n'ai plus honte de ce corps qui n'est pas parfait et j'en joue. Voilà. Et l'humour est vraiment une très bonne façon de se réapproprier, de faire justement la honte dans son allié. Et d'ailleurs, c'est exactement la façon dont Richard Rudd nous demande de guérir de notre honte, de s'auto euh, voilà, de se prendre en flagrant délit et de se faire son autodérision de tous nos côtés ombres. Et je suis en train d'ailleurs de rédiger un petit livret qui te permettra justement, selon des différentes circonstances, de pouvoir faire retourner et de faire de la honte une alliée. Voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à te faire connaître. Voilà. Plein de bisous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, plus courte cette fois-ci.